pour votre proposition de réflexion. En fait, qui entre en résonance, moi je trouve, avec celle que proposait Natividad. Hein. On avait Nietzsche tout à l'heure qui nous était proposé dans la perspective du perspectivisme, justement, dans le sens du perspectivisme, et vous prolongez cette réflexion avec un Nietzsche philologue et une attention en fait aux mots qui me semble tout à fait intéressante. Non seulement une attention aux mots qui donnent forme en fait aux soins, mais au-delà à la question de l'histoire comme forme donnée aux soins, et qui nous permet donc d'engager une réflexion sur la perspective ou d'engager une réflexion donc plus largement sur le sens. Est-ce que tu as une question? Parce qu'il y a une question déjà qui dégage. Moi j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous pourriez nous dire comment, donc on a toute la réflexion préalable sur votre cheminement, votre préparation à ce temps dédié donc, au comité d'éthique avec les équipes cliniques. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, donc vous convoquez la médecine narrative avec des outils théoriques, mais je crois que vous convoquez aussi la médecine narrative dans le cadre d'une approche plus pragmatiste. Est-ce que vous pourriez évoquer ce point-là ou est-ce que je me trompe en fait? Non, c'est que j'essaie de l'offrir comme outil aux équipes soignantes, parfois pour... c'est un jeu de langage, mais leur offrir des mots pour nommer les mots. Les mots M-O-T et M-A-U-X, parce qu'il y a cette question du manque de ressources, parfois en milieu clinique, pour nommer les enjeux du soin. Et c'est ça que j'essaie de faire à travers les ressources qu'offre la médecine narrative et la philosophie narrative. C'est leur permettre de nommer ces enjeux, en tout cas de prendre conscience de leur polyglycémie et leur diversité. C'est toute la question de tous ces mots qu'on utilise sans parfois se rendre compte qu'ils ont la même définition, des définitions très différentes. C'est permettre de dessiner des espaces pour la nuance de ces paroles. Donc c'est plus dans la médecine narrative américaine, on parle d'une compétence narrative pour se rendre capable de raconter les récits. Il y a cette pratique, c'est une pratique qui est très clinique, de reprendre les récits, de les raconter. Il y a certains exemples dans les ouvrages de Rita Charon où elle invite ses élèves à décrire une situation clinique juste par la façon dont la lumière se déverse dans la chambre. C'est des exemples que je trouve très beaux. Maintenant, c'est des choses qui sont éminemment compliquées à mettre en place, je dirais de manière pratico-pratique en réunion clinique, où il nous faut des réponses claires, ou en tout cas un cadre d'accompagnement strict ou défini. Ça nécessite d'avoir des ressources qui sont effectivement un peu plus directement implémentables sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'avec les équipes à l'hôpital des enfants, on a transformé une grosse part de la philosophie narrative en chemin interrogatif pour ne pas la figer dans une perspective algorithmique ou procédurale de l'éthique, qui est quelque chose qui me terrifie, moi, personnellement, quand je vois nos collègues outre-Atlantique qui ont des clés de détermination des décisions éthiques. Alors, ça fonctionne, hein, ils nous précèdent de plus d'une décade sur le terrain de l'éthique clinique, mais c'est impraticable dans la culture institutionnelle, en tout cas qu'on a à l'hôpital des enfants à Bruxelles, et d'autres collègues pour lesquels ça fonctionne très bien, d'avoir des clés de détermination, des tableaux plus figés. Ici, le fait de prendre l'initiative de tout passer par le scope de la question, ça nous force à aller à l'écoute d'autres personnes que ça ne cesse que de nos attentes en matière de réponse. Donc c'est une appropriation peut-être un peu singulière de la médecine narrative que de dire on pose plus de questions qu'on apporte de réponses pour se rendre capable d'écouter les autres. Merci beaucoup, donc Alain Brocard. Je crois qu'on se rejoint quand même beaucoup sur plein de choses, évidemment, mais du coup, très pratiquement, est-ce pour cette situation clinique que vous aviez évoquée en début, que vous avez évoquée mais pas explorée pour nous, est-ce que vous allez demander à la fratrie ou aux deux parents, par exemple, d'écrire quelque chose sur leur vécu de cette famille avec cet enfant précédent, afin de mieux vous éclairer sur pouvoir aider ou non à une réponse, je dirais, pratique, c'est-à-dire la prise en charge du nouvel enfant. Et pareil pour l'équipe soignante, est-ce que vous dites je leur donne des mots pour explorer les mots MAUX, est-ce que vous leur demandez d'écrire effectivement très pratico-pratique des petits textes pour vous aider à mieux cerner les difficultés, la complexité du sujet?
Alors, dans la situation clinique qui était la nôtre, malheureusement, l'écriture pour les parents n'était pas possible. Que l'hôpital universitaire des enfants, c'est un hôpital public, et une grosse partie de la population qu'on accueille est une population qui est relativement paupérisée, et une population pour laquelle le français n'est simplement pas la langue maternelle. Donc ici, ce n'était pas une famille qui était lettrée, elle n'était pas analphabète, mais elle était illettrée, donc elle n'aurait pas pu passer par ce scope de l'écriture. Maintenant, il y a un travail conséquent qui a été fait avec eux, avec des psychologues, mais aussi avec des médiateurs culturels, pour accueillir leur rapport au vécu, à leur vécu de la maladie, en plus qu'il y a tout un parcours malheureusement complexe avec des grossesses qui n'ont pas abouti entre les deux enfants. Donc, on a vraiment essayé d'accompagner le récit sur ce plan-là, sachant qu'on ne pouvait pas les mettre à l'écrit. Pour ce qui est des équipes soignantes, en fait, elles manquent malheureusement cruellement de temps, et c'est à ça que servent les entretiens préalables, c'est que tous les entretiens que je fais de manière préalable, en fait, sont synthétisés dans un document qui nous sert de base. C'est pour ça que la réunion peut tenir en 1 heure, c'est parce que tous ces entretiens, c'est parfois plusieurs dizaines d'heures d'entretiens qui s'alignent sur plusieurs jours, sont synthétisés dans un document qui fait 5 pages. Alors pourquoi 5 pages? C'est parce qu'on va très vite expliquer qu'un médecin n'aurait jamais le temps de lire plus de 5 pages. C'est pas une critique, ça vient des médecins et c'est un sourire. Et venant de faculté de philo, où on est presque payé à la lettre, travailler sur cet exercice de synthèse est riche de sens et m'a vraiment fait évoluer dans la façon de percevoir l'essentiel. Mais c'est une synthèse que elle doit présenter l'exact. Forcément, il faut l'exact de la maladie, puisque le Haut Comité d'éthique, nous n'avons pas que des experts en maladies rares et génétiques. Et moi le premier, donc il nous faut l'exact, mais surtout c'est des synthèses que j'essaie de nourrir du vrai, d'y placer les verbatims, d'y placer les expressions de langage que j'ai recueillies chez les soignants, chez les parents, pour qu'ils s'y sentent reconnus. C'est faire déjà commencer par cette dernière étape du sens partagé, de singulariser, et qu'au moment où les gens arrivent dans la réunion, ce sont des réunions qui réunissent parfois 2, 3 équipes de soins. J'ai été malheureusement en période Covid, jusqu'à 35 personnes par Zoom pour une réunion. Donc ça donnait, je suis content chez moi d'avoir des écrans 32 pouces sur mon ordinateur pour avoir ces espèces de micros aquariums à être humain dans lesquels nous réduisons. Mais le fait d'offrir ces espaces et ce texte où les gens se sentent déjà reconnus, se sentent déjà singularisés, nous fait gagner beaucoup de temps. Mais j'ai cette richesse et c'est vraiment un privilège que j'ai à l'hôpital, c'est d'être payé pour avoir ce temps de rédiger ces textes pour les autres, d'avoir l'occasion de profiter de plus d'une décade et demie d'études en faculté de philo pour acquérir cette plume, pour offrir un sens partagé du soin, en tout cas en entamer le processus. Et suite à ces réunions, suit l'avis. Et même chose, c'est un avis de comité d'éthique, donc c'est un avis qui est consultatif. Il est offert à la réflexion des soignants. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de répéter aux équipes. C'est un exercice qui m'a été imposé très rapidement au sein de l'équipe palliative. C'était de faire gaffe quand dans un rapport ou dans une discussion on disait « il faut ». Ah, il faut que. Et donc j'ai appris à transformer tous mes il faut en questions, ou en suggestions. Ne devrions-nous pas, ou qu'est-ce qu'apporterait. Et finalement, quand je suis en entretien, j'essaie de transformer toute velléité de il faut en et toi. Simplement, c'est revenir à l'autre. Parce que quand j'ai envie de dire il faut, je connais déjà la réponse. Et c'est de moi dont je prends soin. Alors je ne dois pas m'oublier en chemin, sinon c'est du burn-out, mais je me soigne un grand coup de chocolat. Bonjour, merci Franck de Wood pour votre propos. J'avais juste une question très pratique, mais peut-être l'avez-vous dit pendant votre intervention. Une fois que vous avez recueilli, vous avez finalement exploré, eu de nombreux entretiens avec les différents partenaires de la situation pour laquelle il y a une problématique éthique. Après, quand vous faites des réunions du comité d'éthique, j'ai entendu que vous faisiez ces réunions avec les équipes, c'est ça? J'ai pas bien compris qui était dans cette réunion où finalement se passe, si je comprends bien, la délibération à partir de ce résumé que vous avez pu avoir des paroles vraies des personnes, passées par votre filtre. Donc c'est déjà plus une parole tout à fait vraie, c'est déjà un premier filtre. Mais c'est les personnes concernées que vous avez interrogées qui se retrouvent de nouveau à la table de la discussion?
toutes les personnes qui sont concernées par la situation de soins. J'ai malheureusement pas l'occasion à chaque fois d'écouter tout le monde, mais les membres du comité d'éthique sont convoqués, chacun selon leurs possibilités, puisque j'ai des membres du comité d'éthique de l'Université de Lyon, j'ai même été les recruter loin, les membres de mon comité d'éthique, et puis parfois on se réunit très rapidement, parfois c'est en moins de 24 heures qu'une décision doit être prise, donc, mais sinon quand on a le temps, on essaie de se l'offrir. Et alors, donc les membres du comité d'éthique sont convoqués. Par contre, les autres personnes sont invitées. C'est toujours sur base volontaire. Je n'impose à personne de venir au sein du comité d'éthique. Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée aussi, c'est la place des parents. Ils ne sont a priori pas conviés au comité d'éthique, précisément pour laisser un espace de parole avec une autre géométrie pour les soignants. Il y a ces entretiens préalables et autres, mais c'est aussi pour permettre... c'est aussi se rendre compte que, en tant qu'éthicien, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas les outils ni l'expertise pour accompagner le pâtir des soignants, mais le recueil de leur... Je parle de pâtir, pas juste de souffrance, parce que le pâtir est beaucoup plus, offre un spectre beaucoup plus large d'écoute, mais ça leur offre un espace où justement ils ne doivent pas être juste soignants. On peut passer à travers la blouse pour aller écouter les gens. Et alors eux et d'autres personnes plus disposées que moi vont à l'écoute des parents, ne serait-ce que dans l'accompagnement de la vie qui a été proposée par le comité d'éthique. Et parfois, je fais partie de l'équipe, donc après que la vie a été composée, je me rends avec les équipes auprès des parents pour présenter la vie qui leur est suggérée, quoi. Sachant que ce soit pour les parents ou pour les équipes, l'avis demeure consultatif. Parfois, il est ajouté au dossier du patient parce que finalement, ça offre une excellente base pour le trajet de soins. C'est la base de ce sens partagé du trajet de soins. Il y a eu des situations où finalement, l'avis qui a été remis, les parents ont décidé de ne pas en tenir compte. Et ça n'a pas empêché encore une très très bonne coordination avec les équipes et même avec les parents de la part du comité d'éthique, parce que même si on n'était pas d'accord avec eux, on les avait entendus. Et ça ne peut jamais être un non. On a ce côté, c'est un exercice de style aussi très belge de dire oui mais non. Au sein du comité d'éthique, c'est pas juste adhérer, c'est ça que je dis, c'est on transforme en question et donc on interroge. Vous êtes combien dans le comité d'éthique? Nous sommes une vingtaine de personnes. D'autres questions? Oui. Par rapport à... Bonjour. Par rapport à la synthèse que vous faites, puisque vous disiez que parfois les soignants finalement viennent d'équipes physiques différentes, est-ce que cette synthèse-là, ils y ont accès même s'ils ne viennent pas au moment du comité d'éthique ou pas? Et est-ce qu'au moment de l'entretien, ils peuvent vous dire qu'ils vous livrent ça pour le comité d'éthique ou qu'ils ne souhaitent pas le partager par contre? Comment ça se passe de ce côté-là? Tout à fait, il y a parfois des propos qui me sont présentés en off, en disant surtout ça ne le diffuse pas. Et c'est d'autant plus riche parce que du coup ils ont pu l'exprimer. Donc pour moi l'exercice est déjà réussi. Pour ce qui est de la synthèse, effectivement elle est transmise à toute personne, même ceux qui n'y participent pas. Donc la première chose que je fais quand quelqu'un m'interpelle au comité d'éthique, c'est que j'identifie avec cette personne la totalité des acteurs et actrices qui sont. Il faut que chaque personne s'y sente reconnue pour elle-même. Et le sentiment d'être une personne singulière. Il n'y a rien de pire que de dire « Ah oui, l'équipe de l'unité de soins intensifs, j'ai rencontré l'équipe de l'unité de soins intensifs. » Non, je n'ai pas rencontré l'équipe, j'ai rencontré quelques soignants, éventuellement les soignants qui vont être à charge de l'enfant, pas toute l'équipe. Ah, les parents ont dit que. C'est atroce comme phrase. Fait, les parents, c'est deux personnes, a priori, je prends bien sûr le schéma de presque de plus archétypal, voire de plus en plus caricatural d'un noyau familial, avec deux parents dedans. Mais ce sont deux personnes à part entière. C'est éventuellement un couple qui va se répondre aussi avec une histoire qui dépasse le simple rapport à leur parentalité. Donc, permettre un sens partagé, c'est un sens qui permet une signification, une direction et une sensation dans un échange, une participation, une singularisation. Tant c'est pas si compliqué que ça, mais il faut se donner le temps, ou se donner les temps. Alain Desbroca a présenté toute une série de formes du temps. La médecine narrative, elle, est beaucoup moins riche peut-être en concept que la philosophie, mais elle propose deux formes de temps singulières à la façon dont on raconte le soin, c'est le tempo et le chronotope.
Alors c'est 2 mots barbares, mais on peut prendre le temps de les expliquer ou d'en proposer des définitions. Le tempo, c'est simplement la forme du récit. Fondamentalement, le nombre de mots qui vont être nécessaires à raconter quelque chose au sein d'un récit. Prenez un récit de soins, ces exemples de cas, il y a la médecine narrative, les ouvrages d'éthique regorgent de livres de cas cliniques. Combien de mots sont accordés à chaque situation? On voit parfois des épisodes de crise remplis de mots, ou des éléments qui sont très denses. Dans une parole vraie, qu'est-ce qui va prendre le nombre de mots de chaque élément d'un récit? C'est la part très formelle d'un récit, son tempo. La façon dont les événements, dont les rapports aux choses, dont les expériences du soin, de la maladie, du sens, vont se mettre en phrases et de manière très géométrique, presque géographique, vont prendre de l'espace dans le récit. Le chronotope, lui, c'est la succession des événements. Je vais donner un exemple très simple pour le comprendre. Prenez un patient qui va faire un épisode de crise et donc passer éventuellement en unité de soins intensifs, avec énormément de soins qui sont faits. Et on voit son dossier qui se remplit avec énormément de soins. Les paroles des soignants vont densifier, comme on l'a dit, son tempo. Et puis la crise passe. Éventuellement, le patient peut retourner à domicile. Et il y a une ellipse dans le récit. Et pourtant, le temps s'est écoulé parfois seulement de 24-48 heures en unité de soins intensifs et d'autres plusieurs semaines à domicile. C'est ça le chronotope. Mais le chronotope n'appelle qu'à une chose, c'est à s'éveiller au fait que l'expérience vécue du soin varie. En clinique, on va dire, sur cette période de temps-là, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est pas rien passé. Il ne s'est rien passé dans le dossier du patient. Mais lui a continué à vivre quelques jours, une semaine, des semaines avant de revenir auprès de nous. On doit prendre ça en compte, c'est que son expérience de la maladie ne s'est pas interrompue. Même chose pour ses proches et éventuellement les équipes qui allaient au domicile. C'est notamment, à travers le chronotope, la question du confort qui est omniprésente. Il est beaucoup plus confortable qu'avant. Oui, mais en même temps, il y a 2 semaines, il était en unité de soins intensifs, il était intubé en coma artificiel. Donc oui, il est moins inconfortable qu'avant, mais est-ce qu'il est confortable à l'heure actuelle? Moins inconfortable que dans un épisode de crise. Ça questionne peut-être plus notre expérience de la souffrance de l'autre que la réalité de la souffrance du patient en tant que tel. Avec toute cette question, je la reprends, de qui et de quoi prenons-nous soin? Est-ce que nous prenons soin de la souffrance du patient ou de notre expérience vécue de la souffrance du patient? Et je le dis, c'est pas péjoratif, parce que notre expérience vécue de la souffrance du patient peut être elle-même la source d'une forme de souffrance. Et c'est du coup poser ce champ de questions par rapport à une situation de soin, ça vient surtout peut-être d'une crainte très personnelle. C'est est-ce qu'une autre question, aurions-nous eu un autre trajet de soins? Quand on vient au comité d'éthique, quand on vient chez moi avec une question, avec une situation clinique, je dois la formuler en question, accompagner les équipes pour savoir finalement qu'est-ce qu'on me demande. Parfois ce sont des questions éminemment critiques. Peut-on arrêter les soins? Avec des situations presque très binaires, des équipes qui sont en plein désarroi thérapeutique, en plein désarroi clinique. À une autre question, aurions-nous eu un autre trajet de soins? Aurions-nous eu une autre réponse? En fait, c'est se rendre compte qu'une grosse part du rapport philosophique ou éthique aux soins se joue sur une trame temporelle qui est peut-être celle du futur antérieur. Qu'est-ce qui aura été quand on vient nous interroger? Alors là, c'est peut-être moins Ricoeur, c'est peut-être moins la médecine narrative qu'un autre auteur français avec lequel Ricoeur a énormément discuté, qui est Emmanuel Lévinas. Une grosse part de la philosophie d'Emmanuel Lévinas se joue sur cette trame temporelle du futur antérieur. Quels soignants aurons-nous été pour ce patient? En fonction des décisions que nous allons prendre, en fonction du soin que nous allons proposer. Même chose pour ses parents. Quels parents auront-ils été pour lui? Alors ce n'est pas se figer dans un doute paralysant, c'est simplement s'offrir le champ des possibles. Et c'est se rendre compte que à jouer en futur antérieur, comme l'a très bien dit Alain Desbrocas, c'est le soin à moins qu'une succession d'actes. Et ma promotrice de thèse m'a interdit de noter dans ma thèse que le soin financé à l'acte était un meurtre institutionnalisé. Si j'ai pas arrêté de le penser personnellement, je
continue à considérer que le soin est l'accompagnement des personnes qui se racontent en histoire. Le soin ne peut se donner que dans le temps. C'est un processus d'accompagnement avec des rythmes multiples. Et c'est un processus d'accompagnement précisément qui se raconte en histoire. Mais pour se raconter en histoire, il faut nous rendre capables d'entendre ces histoires. Et ça mène à une définition peut-être singulière du soin, en tout cas un plaidoyer sur une définition du soin que je vous propose, qui est la première et la plus haute forme du soin est l'information. Et la première et la plus haute forme d'information est l'écoute. Elle appelle à écouter l'autre jusqu'à l'entendre, pour l'entendre jusque dans ses silences. La première et la plus haute forme de soin est l'information, et la première et la plus haute forme d'information est l'écoute. Elle appelle à écouter l'autre jusqu'à l'entendre, pour l'entendre jusque dans ses silences. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre proposition de réflexion. En fait, qui entre en résonance, moi je trouve, avec celle que proposait Natividad. On avait Nietzsche tout à l'heure qui nous était proposé dans la perspective du perspectivisme, justement, dans le sens du perspectivisme, et vous prolongez cette réflexion avec un Nietzsche philologue et une attention en fait aux mots qui me semble tout à fait intéressante. Non seulement une attention aux mots qui donnent forme en fait, aux soins, mais au-delà à la question de l'histoire comme forme donnée aux soins, et qui nous permet donc d'engager une réflexion sur la perspective ou d'engager une réflexion donc plus largement sur le sens. Est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a une question déjà qui dégage? Moi j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous pourriez nous dire comment, donc on a toute la réflexion préalable sur votre cheminement, votre préparation à ce temps dédié donc, au comité d'éthique avec les équipes cliniques. Est-ce que vous pourriez nous dire comment donc, vous convoquez la médecine narrative avec des outils théoriques, mais je crois que vous convoquez aussi la médecine narrative dans le cadre d'une approche plus pragmatiste. Est-ce que vous pourriez évoquer ce point-là ou est-ce que je me trompe en fait? Non, c'est que j'essaie de l'offrir comme outil aux équipes soignantes, parfois pour... c'est un jeu de langage, mais leur offrir des mots pour nommer les mots. Les mots M-O-T et M-A-U-X, parce qu'il y a cette question du manque de ressources, parfois en milieu clinique, pour nommer les enjeux du soin. Et c'est ça que j'essaie de faire à travers les ressources qu'offre la médecine narrative et la philosophie narrative. C'est leur permettre de nommer ces enjeux, ou en tout cas de prendre conscience de leur polysémie et leur diversité. C'est toute la question de tous ces mots qu'on utilise sans parfois se rendre compte qu'ils ont la même définition, des définitions très différentes. C'est permettre de dessiner des espaces pour la nuance de ces paroles. Donc c'est plus dans la médecine narrative américaine, on parle d'une compétence narrative pour se rendre capable de raconter les récits. Il y a cette pratique, c'est une pratique qui est très clinique, de reprendre les récits, de les raconter. Il y a certains exemples dans les ouvrages de Rita Charon, où elle invite ses élèves à décrire une situation clinique juste par la façon dont la lumière se déverse dans la chambre. C'est des exemples que je trouve très beaux. Maintenant, c'est des choses qui sont éminemment compliquées à mettre en place, je dirais de manière pratico-pratique, en réunion clinique, où il nous faut des réponses claires, ou en tout cas un cadre d'accompagnement strict ou défini. Ça nécessite d'avoir des ressources qui sont effectivement un peu plus directement implémentables sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'avec les équipes à l'hôpital des enfants, on a transformé une grosse part de la philosophie narrative en chemin interrogatif pour ne pas la figer dans une perspective algorithmique ou procédurale de l'éthique, qui est quelque chose qui me terrifie, moi, personnellement, quand je vois nos collègues outre-Atlantique qui ont des clés de détermination des décisions éthiques. Alors, ça fonctionne, ils nous précèdent de plus d'une décade sur le terrain de l'éthique clinique, mais c'est impraticable dans la culture institutionnelle, en tout cas qu'on a à l'hôpital des enfants à Bruxelles, et d'autres collègues pour lesquels ça fonctionne très bien d'avoir des clés de détermination, des tableaux plus figés. Ici, le fait de prendre l'initiative de tout passer par le scope de la question, ça nous force à aller à l'écoute d'autres personnes que celles ne cessent que nos attentes en matière de réponse.
Donc c'est une appropriation peut-être un peu singulière de la médecine narrative que de dire ben, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses pour se rendre capable d'écouter les autres. Merci beaucoup. Donc Alain Brocard, je crois qu'on se rejoint quand même beaucoup sur plein de choses, évidemment, mais du coup, très pratiquement, est-ce qu'on, pour cette situation clinique que vous aviez évoquée en début, hein, que vous avez évoquée mais pas explorée pour nous, est-ce que vous allez demander à la fratrie ou aux deux parents, par exemple, d'écrire quelque chose sur leur vécu de cette famille avec cet enfant précédent, afin de mieux vous éclairer sur pouvoir aider ou non à une réponse, je dirais, pratique, c'est-à-dire de la prise en charge du nouvel enfant. Et pareil pour l'équipe soignante, est-ce que vous dites qu'il faut, je leur donne des mots pour explorer les mots MAUX, est-ce que vous leur demandez d'écrire effectivement très pratico-pratique des petits textes pour vous aider à mieux cerner les difficultés, la complexité du sujet? Alors, dans la situation clinique qui était la nôtre, malheureusement, l'écriture pour les parents n'était pas possible. Parce que l'hôpital universitaire des enfants, c'est un hôpital public, et une grosse partie de la population qu'on accueille est une population qui est relativement paupérisée, et une population pour laquelle le français n'est simplement pas la langue maternelle. Donc ici, ce n'était pas une famille qui était lettrée, elle n'était pas analphabète, mais elle était illettrée, donc elle n'aurait pas pu passer par ce scope de l'écriture. Maintenant, il y a un travail conséquent qui a été fait avec eux, avec des psychologues, mais aussi avec des médiateurs culturels, pour accueillir leur rapport au vécu, à leur vécu de la maladie, en plus qu'il y a tout un parcours malheureusement complexe avec des grossesses qui n'ont pas abouti entre les deux enfants. Donc on a vraiment essayé d'accompagner leur récit sur ce plan-là, sachant qu'on ne pouvait pas les mettre à l'écrit. Pour ce qui est des équipes soignantes, en fait, elles manquent malheureusement cruellement de temps, et c'est à ça que servent les entretiens préalables, c'est que tous les entretiens que je fais de manière préalable, en fait, sont synthétisés dans un document qui nous sert de base. C'est pour ça que la réunion peut tenir en 1 heure, c'est parce que tous ces entretiens, c'est parfois plusieurs dizaines d'heures d'entretiens qui s'alignent sur plusieurs jours, sont synthétisés dans un document qui fait 5 pages. Alors pourquoi 5 pages? C'est parce qu'on va très vite expliquer qu'un médecin n'aurait jamais le temps de lire plus de 5 pages. C'est pas une critique, ça vient des médecins et c'est un sourire. Et venant de faculté de philo, où on est presque payé à la lettre, travailler sur cet exercice de synthèse est riche de sens et m'a vraiment fait évoluer dans la façon de percevoir l'essentiel. Mais c'est une synthèse que elle doit présenter l'exact. Forcément, il faut l'exact de la maladie, puisque le Haut Comité d'éthique, nous n'avons pas que des experts en maladies rares et génétiques. Et moi le premier, donc il nous faut l'exact, mais surtout c'est des synthèses que j'essaie de nourrir du vrai, d'y placer les verbatims, d'y placer les expressions de langage que j'ai recueillies chez les soignants, chez les parents, pour qu'ils s'y sentent reconnus. C'est faire déjà commencer par cette dernière étape du sens partagé, de singulariser, et qu'au moment où les gens arrivent dans la réunion, ce sont des réunions qui réunissent parfois 2, 3 équipes de soins. J'ai été malheureusement en période Covid, jusqu'à 35 personnes par Zoom pour une réunion. Donc ça donnait, je suis content chez moi d'avoir des écrans 32 pouces sur mon ordinateur pour avoir ces espèces de micros aquariums à être humains dans lesquels nous réduisons. Mais le fait d'offrir ces espaces et ce texte où les gens se sentent déjà reconnus, se sentent déjà singularisés, nous fait gagner beaucoup de temps. Mais j'ai cette richesse et c'est vraiment un privilège que j'ai à l'hôpital, c'est d'être payé pour avoir ce temps de rédiger ces textes pour les autres, d'avoir l'occasion de profiter de plus d'une décade et demie d'études en faculté de philo pour acquérir cette plume, pour offrir un sens partagé du soin, en tout cas en entamer le processus. Et suite à ces réunions, suit l'avis. Et même chose, c'est un avis de comité d'éthique, donc c'est un avis qui est consultatif. Il est offert à la réflexion des soignants. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de répéter aux équipes. C'est un exercice qui m'a été imposé très rapidement au sein de l'équipe palliative. C'était de faire gaffe quand dans un rapport ou dans une discussion on disait « il faut ». Ah, il faut que. Et donc j'ai appris à transformer tous mes « il faut » en questions, ou en suggestions, de devrions-nous pas, ou qu'est-ce qui apporterait. Et finalement, quand je suis en entretien, j'essaie de transformer toute velléité de « il faut » en « et toi ». Simplement, c'est revenir à l'autre. Parce que quand j'ai envie de dire « il faut », je connais déjà la réponse. Et c'est de moi dont je prends soin. Alors je ne dois pas m'oublier en chemin, sinon c'est du burn-out, mais je me soigne un grand coup de chocolat.
bonjour, merci Franck de Wood pour votre propos. J'avais juste une question très pratique, mais peut-être l'avez-vous dit pendant votre intervention. Une fois que vous avez recueilli, vous avez finalement exploré, eu de nombreux entretiens avec les différents partenaires de la situation pour laquelle il y a une problématique éthique. Après, quand vous faites des réunions du comité d'éthique, j'ai entendu que vous faisiez ces réunions avec les équipes, c'est ça? J'ai pas bien compris qui était dans cette réunion où finalement se passe, si je comprends bien, la délibération à partir de ce résumé que vous avez pu avoir des paroles vraies des personnes passées par votre filtre. Donc c'est déjà plus une parole tout à fait vraie, puisqu'il y a déjà un premier filtre. Mais c'est les personnes concernées que vous avez interrogées qui se retrouvent de nouveau à la table de la discussion? Toutes les personnes qui sont concernées par la situation. J'ai malheureusement pas l'occasion à chaque fois d'écouter tout le monde, mais les membres du comité d'éthique sont convoqués, chacun selon leurs possibilités, puisque j'ai des membres du comité d'éthique de l'Université de Lyon, j'ai même été les recruter loin, les membres de mon comité d'éthique, et puis parfois on se réunit très rapidement, parfois c'est en moins de 24 heures qu'une décision doit être prise. Donc, mais sinon, quand on a le temps, on essaie de se l'offrir. Et alors, donc, les membres du comité d'éthique sont convoqués. Par contre, les autres personnes sont invitées. C'est toujours sur base volontaire. Je n'impose à personne de venir au sein du comité d'éthique. Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée aussi, c'est la place des parents. Ils ne sont a priori pas conviés au comité d'éthique, précisément pour laisser un espace de parole avec une autre géométrie pour les soignants. Il y a ces entretiens préalables et autres, mais c'est aussi pour permettre, c'est aussi se rendre compte que en tant qu'éthicien, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas les outils ni l'expertise pour accompagner le pâtir des soignants, mais le recueil de leur... Je parle de pâtir, pas juste de souffrance, parce que le pâtir est beaucoup plus, offre un spectre beaucoup plus large d'écoute, mais ça leur offre un espace où justement ils ne doivent pas être juste soignants. On peut passer à travers la blouse pour aller écouter les gens. Et alors eux et d'autres personnes plus disposées que moi vont à l'écoute des parents, ne serait-ce que dans l'accompagnement de la vie qui a été proposée par le comité d'éthique. Et parfois, je fais partie de l'équipe, donc après que la vie a été composée, je me rends avec les équipes auprès des parents pour présenter la vie qui leur est suggérée, sachant que ce soit pour les parents ou pour les équipes, l'avis demeure consultatif. Parfois, il est ajouté au dossier du patient parce que finalement, ça offre une excellente base pour le trajet de soins. C'est la base de ce sens partagé du trajet de soins. Il y a eu des situations où finalement, l'avis qui a été remis, les parents ont décidé de ne pas en tenir compte. Et ça n'a pas empêché encore une très très bonne coordination avec les équipes et même avec les parents de la part du comité d'éthique, parce que même si on n'était pas d'accord avec eux, on les avait entendus. Ça ne peut jamais être un non. On a ce côté, c'est un exercice de style aussi très belge de dire oui mais non. Au sein du comité d'éthique, c'est pas juste adhérer, c'est ça que je dis, c'est on transforme en question et donc on interroge. Et vous êtes combien dans le comité d'éthique? Nous sommes une vingtaine de personnes. D'autres questions? Oui. Par rapport à... Bonjour. Par rapport à la synthèse que vous faites, puisque vous disiez que parfois les soignants finalement viennent d'équipes physiques différentes, est-ce que cette synthèse-là, ils y ont accès même s'ils ne viennent pas au moment du comité d'éthique ou pas? Et est-ce qu'au moment de l'entretien, ils peuvent vous dire qu'ils vous livrent ça pour le comité d'éthique ou qu'ils ne souhaitent pas le partager par contre? Comment ça se passe de ce côté-là? Tout à fait, il y a parfois des propos qui me sont présentés en off, en disant surtout ça ne le diffuse pas. Et c'est d'autant plus riche parce que du coup ils ont pu l'exprimer. Donc pour moi l'exercice est déjà réussi. Pour ce qui est de la synthèse, effectivement elle est transmise à toute personne, même ceux qui n'y participent pas. Donc la première chose que je fais quand quelqu'un m'interpelle au comité d'éthique, c'est que j'identifie avec cette personne la totalité des acteurs et actrices concernés, sachant qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est que quelqu'un peut très bien venir chez moi avec une question en disant surtout je ne veux pas que d'autres personnes soient au courant. C'est arrivé aussi. Que quelqu'un venait nous poser une question au comité d'éthique en disant je ne veux pas que les équipes soient impliquées parce qu'on va savoir que c'est de moi. Dans des situations critiques de fin de vie, on a eu parfois des questions
on a un cadre légal en Belgique qui est légèrement différent de celui de la France, on a des possibilités qu'il offre en matière de fin de vie. Donc on a eu parfois des questions critiques sur un rapport proactif au décès des patients. Et donc le fait de pouvoir offrir un espace de parole où la personne venait me dire voilà, j'ai cette question-là, mais je ne veux pas qu'elle soit diffusée en dehors du comité d'éthique, ça a toujours été possible aussi. Mais la synthèse, elle est offerte à tout le monde. Et moi, j'articule ma synthèse de base sur le modèle biopsychosocio-spirituel, parce que ça permet aussi de la cadencer, de la séquencer et d'avoir les éléments clairs. En général, je mets un modèle biopsychosocio-spirituel et puis j'enchaîne sur quel est l'état du trajet de soins du patient, du projet de soins, au moment où la situation arrive au sein du comité. Donc ça donne quelque chose qui est relativement structuré et ça permet aux équipes d'aller, et même en réunion, d'aller rechercher un point rapidement dans le document. Merci. Une dernière question, c'est pour vous, à Saint-André, dans l'unité de soins palliatifs. Donc à l'époque où j'y étais, tous les mois, on se réunissait entre soignants pour évoquer des situations questionnantes, mais ça restait oral. Est-ce que depuis, ça a pu perdurer malgré les contraintes qu'on est tous à l'hôpital? Et est-ce que maintenant, on s'est offert le luxe, on va dire, de pouvoir tracer, de pouvoir revenir en fait Alors c'était sur le service de soins palliatifs tous les mois? Parce que là, je sais que toutes les semaines, il y a des réunions pluridisciplinaires où sont abordés les décès, puis des situations problématiques. C'était animé à l'époque par le psychiatre et la psychologue qui réunissaient toute l'équipe et sur des situations qui avaient... là, on prenait soin de l'équipe. Oui, d'accord. C'est vrai que ça n'existe pas, ça existe sur l'équipe mobile, mais par contre, il y a des groupes de parole avec un psychosociologue qui accompagne l'équipe tous les mois. Donc qui fait office de ça, finalement. Parce que c'était quel psychologue? Le psychiatre, c'était Philippe Sécalier? Oui. D'accord. Et la psychologue, c'était... Ça fait combien de temps? Moi, j'y étais en 2006-2007. Ah oui, d'accord. Oui. C'était à l'époque où c'était les psychologues et psychiatres du service qui animaient ces réunions. Et là, en fait, ils sont partis tous les deux à la retraite et il nous a semblé que c'était quand même plus étayant peut-être pour l'équipe que ce soit des personnes de l'extérieur qui viennent pour animer ces réunions. Mais oui, elles sont lieu... c'est pas sous le même... Mais du coup, ça reste oral, il n'y a pas de traçabilité comme là où finalement, si on a envie de revenir... il y a des... c'est vrai que ça reste oral. Les accompagnements, ce qu'on appelle les analyses pratiques professionnelles, les APP, restent oral. Après les réunions de service, là, il y a toujours des comptes rendus. Oui, ça reste oral. Non, il n'y a pas ce système, bien évidemment. Alors, il y a ce qui se passe dans le service, et après, il y a le comité d'éthique du CHU qui a beaucoup évolué, beaucoup bougé. Et là, c'est deux choses différentes. Là, c'est vraiment une pratique du service, mais vraiment que le psychologue et le psychiatre du service, la parole n'est pas aussi libre que s'il y avait une personne extérieure. Le comité d'éthique, c'est pour ça le modèle de Franck Legault est très intéressant. Mais nous, on fonctionne au niveau du comité d'éthique, on est en train de le refonder complètement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps, c'est la mise en place d'une équipe mobile d'éthique clinique, où ce sont des professionnels formés à l'éthique qui vont dans les services, parce qu'avant, les saisines se faisaient au sein du comité, qui était un comité très large, et il y avait très peu de personnes. Mais on n'avait pas le modèle, effectivement, qu'a déployé Franck Legault, qui est intéressant. Il y a tous les modèles, il y a beaucoup de modèles qui existent. Celui-là, c'est vrai que ça prend pas longtemps. Que ce soit le philosophe qui finalement qui a des entretiens avec de nombreuses personnes concernées par la situation, qui en fait une synthèse philosophico-biopsycho-socio-spirituelle. Je mets philosophico au début, c'est un philosophe qui l'écrit. Et ça fait quelque chose effectivement de riche, de riche. Après, il y a peu d'hôpitaux en France qui rémunèrent à temps plein un philosophe qui est complètement intégré à l'équipe clinique. Et dédié à l'éthique. Et dédié à l'éthique. Parce que nous, on peut recruter des philosophes. Ouais, mais le collège Chanté sur Bordeaux, c'est-à-dire
celui qui regroupe l'UFR de médecine et les différents UFR, toutes les unités ou les écoles de kiné, d'infirmières, etc., c'est le collège santé, a recruté deux philosophes, mais c'est pour des questions d'épistémologie et de recherche. Et les éthiciens sont à l'université Bordeaux-Montaigne, mais non pas du tout. Alors il y a une des philosophes qui est venue un peu, mais c'était des initiatives individuelles ou d'étudiants du master soins éthique santé, qui étaient des soignants et qui l'ont invitée, parce que ça l'intéressait, dans leur service référent. Donc elle a été au greffe homéopathique, elle a été problème de nutrition, etc. Mais il n'y a pas le système avec un philosophe qui est vraiment payé et qui est au sein même des équipes de soins. J'en connais. Alors il y a un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Le philosophe à l'hôpital. Son nom m'échappe, mais j'ai son bout de la langue. Et je crois qu'il est... Voilà. Guillaume Durand. Oui, tout à fait. Merci Muriel. Muriel, j'en profite, elle ne va pas rougir, mais c'est notre chargée de mission à l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, site Bordeaux. Voilà. Merci Muriel. Bon voilà, pour répondre un peu... En Belgique francophone, on est tout un à ce poste-là, donc je suis une improbabilité technique. C'est juste, et le modèle tel qui prend en place d'équipe mobile éthique est également celui qu'on vise progressivement chez nous pour rendre précisément le comité d'éthique beaucoup plus accessible, notamment à des corps de métier qui ont moins facile à nous interpeller. Oui. Moi, malheureusement, mon bureau, je suis beaucoup plus souvent finalement à travailler en télétravail qu'à l'hôpital, parce que mon bureau à l'hôpital, ils m'ont collé au 3e étage à la direction, et on passe pas devant le bureau du directeur médical quand on n'a pas droit dans ses pompes pour poser une situation. Oui. Donc on essaie de rendre les gens mobiles, d'autant plus que mon fond d'écran montre 3 hôpitaux. Oui. L'hôpital des enfants fait partie d'un groupement hospitalier qui est l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc on a 3 hôpitaux universitaires qui ont fusionné. Et l'idée, c'est de créer ces ressources sur les 3 hôpitaux. Donc un hôpital pédiatrique est ici de l'autre côté, Félix Météo, qui est l'hôpital des enfants, l'hôpital Erasme qui est derrière moi, et alors l'hôpital Jules Bordet qui est notre Gustave Roussy national, donc un hôpital exclusivement oncologique. Donc avec des spécificités à chaque fois particulières de la pédiatrie, de l'oncologie et de l'adultologie classique. Donc avoir des équipes mobiles qui soient ancrées dans ces cultures locales, parce que chaque structure doit pouvoir s'approprier la méthode qui lui convient le mieux. C'est ça aussi, je ne pense pas qu'il y ait une méthode d'éthique clinique qui soit plus adaptée qu'une autre. Il faut voir au sein de chaque hôpital, et même parfois au cours du temps, ça va évoluer, en fonction des générations d'équipes et autres, comment ça, de 10 ans en 10 ans, comment est-ce que ça peut, quel système sera le plus adapté pour répondre aux besoins des équipes. Donc, ça bouge beaucoup, et nous, c'est vrai que notre expérience d'équipe mobile d'éthique clinique fonctionne très très bien, et a permis de passer devant cette problématique où on avait très peu de saisines et où c'était le chef de service et la cadre qui venaient parler devant une dizaine ou une quinzaine de personnes du comité d'éthique. Donc ça n'avait pas de sens. Nous, le CHU de Bordeaux, il y a 3 gros hôpitaux qui contiennent même plusieurs services et plusieurs structures. Donc c'est un gros truc, donc le modèle de l'équipe mobile d'éthique clinique est très... Je crois sincèrement aussi le plus riche à mettre en place. Le temps file. Un grand merci. Immense merci. Merci à vous beaucoup pour l'invitation.